Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans MMA Extra Round. Aujourd'hui, nous recevons l'un des champions du monde de Jiu-Jitsu brésilien. Il s'est reconverti en tant que promoteur de MMA. Willy Sirop est avec nous. Bonsoir Willy. Bonsoir. Également avec mon acolyte Sébastien qui va nous parler des breaking news cette semaine et elles sont très riches. Et ensuite, surprise, Dan Hardy qui s'occupe donc du recrutement des talents au PFL. Il sera avec nous en vidéo dans quelques instants. C'est parti pour les news avec Sébastien. Allez, on commence avec le Bellator, carton plein à l'Accor Arena de Paris. Et oui, quelle édition encore, ce Bellator 296, donc grosse escouade française, tout le monde est au courant, avec des résultats mitigés. On va commencer par malheureusement la défaite de Mansour Barnaoui par décision unanime, c'était contre Brent Primus. Il se relèvera, mais ce qu'on retient de ce combat, c'est le valeureux guerrier. Incroyable ce Mansour. Alors, on retiendra qu'il n'a jamais tapé. Qui peut le faire taper? Willy, toi, tu as regardé un petit peu le Bellator? Ouais, j'ai regardé le Bellator et j'ai vu Mansour. Franchement, c'est vraiment un guerrier. C'est vrai, c'est un guerrier. Mais est-ce que tu t'attendais à ce que ça se finisse de cette manière? Je pensais qu'il allait vraiment le finir. Ouais. Mais franchement, l'adversaire, il a eu de la ressource au sol et c'est vrai, c'était vraiment énorme. Techniquement, ça t'a plu? Très, très plu, ouais, franchement. Et surtout, le début de combat. L'intensité qu'il a mis dès le début, c'était vraiment bluffant et c'était vraiment fou. Et alors le reste de la soirée, Seb? Ouais, alors bon, un très beau KO de Thibaut Gouti qui s'impose au round 2 contre Ken Moussa. On a eu cette espèce de décision très bizarre entre Davy Gallon et Sean Rogers, où tout le monde pensait que Davy avait tapé, et non. Et on le voit bien que quand il se relève, c'est pas quelqu'un qui a été endormi. Il est lucide, il a les yeux grands ouverts, donc bon, il va y avoir un rematch. Yves Landu, qui s'est imposé par décision unanime. La défaite de Kevin Pecci par soumission. Il y a eu un très beau combat de Fabakary Diatta qui gagne. Les duels franco-français, Romain Debienne qui met un gros TKO à Bourama Kamara. Et Azael Adjouj et Georges Sassu, victoire d'Azael par décision unanime. C'était une grosse guerre. Vraiment une belle guerre, un bel événement pour ce Bellator 296 et on retiendra cette superbe ambiance du public français. Ça, c'est à noter parce que c'est quelque chose d'incroyable. Et puis, ils ont fait un sold out, 12 500 places, c'est énorme. Ce qui a d'ores et déjà été de bon augure, puisqu'ils reviendront sur la scène française a priori chaque année. Ouais. Et on peut même s'attendre peut-être à d'autres organisations moins majeures, des organisations tremplins pour détecter les futurs talents. Affaire à suivre, c'est ce qui se murmure dans le milieu. On part ensuite du côté de Varsovie. Wilson Varela est la nouvelle recrue du KSW. Et oui, Wilson, du Marseille Fight Club, cher à Jean-Michel Fouassard. Wilson, un combo, bim, pied-point-genou, magnifique. Il met KO son adversaire dans le premier round. C'était le Polonais Grajan Stadinski. Donc là, Wilson reste sur une belle série de 3 victoires consécutives. Moi, je l'adore. Il vient du pied-point. Il se met au MMA. Il est coaché par Jean-Michel Fouassard. Très belle écurie que le Marseille Fight Club. Je lui souhaite... il va continuer sur cette lancée et je lui souhaite que ça progresse. Et puis, pourquoi pas aller faire sur un title shot du KSW. Et il y a une nouvelle qu'on attendait avec impatience. C'est la décision de Francis Ngannou. Enfin, il signe quelque part. Et oui, ça y est, Francis arrive au PFL. Alors, n'en déplaise à certains qui n'arrêtent pas de dire « Ouais, mais non, pourquoi il ne fait pas l'UFC? Pourquoi il a quitté l'UFC ?» Le PFL, moi, j'adore cette organisation. Donc, il vient de trouver un accord financier avec le PFL. On ne connaît pas les termes de l'accord, justement, à combien. On ne connaît pas la durée. En tout cas, c'est un multi-fight. Il y aurait, je parle au conditionnel parce qu'il y a l'article qui a été sur RMC Sport et l'article moi, que j'ai lu dans le New York Times, le temps de conjugaison n'est pas le même. Donc je préfère mettre tout ça au conditionnel. Il y aura un multi-fight. Il combattrait en 2024 seulement en MMA et il aurait éventuellement un combat en boxe anglaise avant. Donc il va réaliser son rêve en fait. Ça, voilà. C'est une belle success story quand même. C'est génial ce qui arrive à Francis. Il le mérite grandement parce qu'il a commencé, comme tout le monde sait, au 100% fight. Puis le voilà maintenant au PFL. Il a eu la ceinture de l'UFC. Bref, success story incroyable. Il serait également représentant pour le PFL pour la zone Afrique. Le continent africain serait enfin, j'ai envie de dire, enfin l'Afrique reconnue à sa juste valeur pour mettre tous les combattants africains dans la lumière. Ça serait Francis le représentant. Encore une fois, c'est du conditionnel. En tout cas, je l'espère, parce que forcément, l'influence de Francis en Afrique est énormissime. Et voilà. Et il ferait partie du board du PFL, donc du conseil d'administration, pour représenter les combattants. Un petit peu à l'instar d'un syndicat. Pour les conditions, les bourses, les primes, pourquoi dans certaines écuries de sport américains, et je cite la NFL, ils ont 50% des droits télé, du sponsoring, et que dans le MMA et sport de combat, il n'y a pas tout ça. Il serait éventuellement se faire de lance pour, pourquoi pas, instaurer de nouvelles conditions
pour les combattants. Ouais, il a eu raison d'y croire, en tout cas, il a eu la tête dure et ça lui a réussi, bravo à lui. Et donc, il rejoint Cédric Doumbé qui a annoncé aussi qu'il signait au PFL. Justement, on va en parler puisqu'on savait qu'il combattait le 23 juin à Atlanta. On attendait de connaître le nom de son adversaire parce qu'il intègre le tournoi à 1 million. Ouais. Désormais, c'est chose faite, on connaît le nom de son adversaire. Oui, Jarad Hussein Al-Silawi, le lion jordanien, donc sera donc le prochain adversaire de Cédric, combattant expérimenté, il a 23 combats. Donc c'est quelqu'un qui a fait ses débuts en amateur au Cage Warrior avec 4 combats, 4 victoires en amateur. Et en pro, il a donc évolué également au Cage Warrior, au Desert Force, au Brave. Et donc maintenant au PFL depuis 2022, il est sur 2 défaites de suite. Mais attention, les Français lui réussissent plutôt bien parce qu'il a battu Tahar Abdi, David Baer et Abdouragimov. Qui sont de très très grands noms du MMA. Voilà, donc on espère qu'il perdra contre Cédric Doumbé, mais en tout cas, c'est pas n'importe qui ce combattant, et ça va être une très belle épreuve, un très bon test pour Cédric. En striking, on n'en parle pas, mais par contre au sol, quid de cet affrontement entre Al-Silawi et Cédric Doumbé. Qu'est-ce que tu penses de cette opposition, Will? Cette opposition, franchement, pour Cédric, c'est vraiment une grosse opposition. Parce que non seulement il a déjà battu plusieurs Français, notamment Lizzy King. Et on sait que Lizzy King, chez nous, c'est vraiment voir dans les numéros 3 qui se fait le mieux en France. Ouais. Donc là, pour Cédric, franchement, ça va être... c'est un gros test. Et on passe peut-être même d'un extrême à l'autre. Donc voilà, j'imagine qu'il a réfléchi à tout ça. Bah oui, je pense. Donc, voilà. Bon, en tout cas, il a signé un gros contrat. Il a annoncé 10 fois plus que ce que l'UFC lui proposait. Info ou intox, nous ne le saurons pas. Voilà. On ne sait pas, effectivement, je suis comme toi, Lucie. Tout ça, ça reste du conditionnel. On ne sait pas les termes de leur contrat. En tout cas, la catégorie, elle est très, très relevée. Il y a du boulot. Ceci dit, Rory McDonald et Ray Cooper 3 ne sont pas dans la course. Donc déjà, ça enlève un petit peu de monde. En revanche, il reste quand même Magomed Kerimov. Il reste Oumalatov. D'ailleurs, la chasse à l'homme a commencé. Oumalatov qui a lâché un petit commentaire sur Instagram qui a clairement dit qu'il allait l'emmener en eau profonde. En eau profonde, voilà. Ouais, c'est un combattant, c'est un 13-0. Hein. C'est un combattant de 13 combats, 13 victoires, dont 11 par KO. Dans la première reprise. Donc c'est pas n'importe qui. Le petit détail, il a battu Al-Silawi par KO dans le premier round, le futur adversaire donc de Cédric. Alors il n'y a pas que lui, hein. Il y a également Sadi Boussi qui vient du pied-point, qui était l'ancien champion 2022 du PFL. Après on a des combattants, honnêtement, Naïb Lopez, je ne connais pas trop, mais il est invaincu en 16 combats. Donc, c'est pas n'importe quoi. La catégorie est très relevée. Il y a David Zawada, Carlos Leal, Shane Mitchell, Dylan O'Taylor, Benegli, donc tout ça. Et puis, comme tu le disais, Magomed Kerimov, lui aussi, grosse expérience, 37 combats. Cédric, il a que 4 combats, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais alors après il a l'expérience en striking. Exactement. Magomed Kerimov, c'est un striker pour le coup. On pourrait penser qu'il est lutteur, mais non, il est striker de base. Donc, par contre, je vois quand même Doumbé légèrement meilleur en striking. La question est, que vaut-il au sol? Et ça, ce sera une réponse qu'on va bientôt avoir. Exactement. Les lignes sont donc en train de bouger fortement au PFL et notamment en Europe. On avait déjà eu James Fruin en interview au micro de Sport en France. On va maintenant avoir Dan Hardy avec nous. Est-ce que, avant de l'introduire, tu peux nous expliquer qui est Dan Hardy pour ceux qui débarquent? Dan Hardy, pour ceux de ma génération, ça reste une légende. Dan Hardy, toujours avec sa crête rouge. Dan Hardy, c'est plus de 30 combats. Il est passé par le Cage Warrior, il est passé par, bien évidemment, l'UFC. Il a fait un title shot contre Georges Saint-Pierre, c'était en 2010. C'était à l'UFC 111. Moi, j'avais vraiment suivi Dan Hardy. Pourquoi? Parce qu'il a combattu 2 fois David Baron au Too Hot to Handle. Et je l'avais noté, et je ne sais plus où c'est. Enfin bon, bref, c'était la petite anecdote. Et au Cage Warrior, tout simplement, en 2005 et 2006, il avait perdu contre David. C'est un personnage emblématique. On aimait le voir dans la cage parce qu'avec Dan Hardy, il y avait du spectacle. Donc, et moi, c'est un honneur de l'avoir là en visio, Dan Hardy. C'est génial. Et on a le privilège de l'avoir avec nous. Hi Dan, how are you? Ça va super, et vous? We are very good. We are so glad to have you with us. Tu es vraiment une personne inspirante. Après avoir joué un rôle majeur en tant que combattant, tu joues désormais un rôle majeur au sein de la PFL. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel contexte tu as été amené à travailler avec le PFL et comment tout ça s'est goupillé? Eh bien, tout d'abord, ils m'ont demandé de venir et travailler en tant que consultant pour les émissions américaines. J'ai donc travaillé sur quelques émissions, j'ai apprécié et ils m'ont trouvé une place. Je serai donc là pour les prochains événements dont vous allez parler.
Mais j'ai aussi un autre rôle à jouer au PFL Europe. Je suis donc responsable des relations avec les combattants. Mon travail consistera donc à trouver les combattants, les faire signer, les aider à rejoindre la PFL, puis les faire combattre. L'idée est que nous avons actuellement, dans la PFL Europe, 4 catégories de poids, et dans chaque catégorie, il y a 8 combattants. Ils se battront jusqu'au championnat, puis les vainqueurs seront qualifiés pour le tournoi final, où $1 million est en jeu. Alors j'ai l'impression que c'est vraiment du sur-mesure pour toi. Je pense que oui. J'aime regarder les combats, je passe mes journées à regarder des combats. J'ai maintenant une bonne raison de le faire, je peux faire des recherches sur les jeunes combattants qui arrivent, qui sont bien meilleurs que certains des pros qui sont au sommet du sport aujourd'hui. Les jeunes combattants, les jeunes amateurs et les professionnels en début de carrière sont très dangereux. C'est donc moi qui dois trouver les meilleurs de la nouvelle génération, c'est super excitant. Et être capable de proposer des bons événements en Europe, avec beaucoup d'argent sur la table pour les combattants, c'est très important. Et alors j'ai l'impression que c'est aussi une manière quelque part de rendre à la vie ce qu'elle t'a donné. Je peux tirer des leçons de mon expérience en tant que combattant. Et vous connaissez aussi, ce n'est pas toujours facile de travailler avec les promoteurs, de trouver des combats. Beaucoup de combattants veulent être actifs, mais ils n'obtiennent pas les combats qu'ils souhaitent. Et puis, ils essayent de protéger leur bilan. J'essaye donc de créer quelque chose où les meilleurs combattants d'Europe pourront s'épanouir, gagner de l'argent et construire leur carrière. Et s'ils gagnent le championnat en Europe, il y a $1 million à gagner. Et pareil aux États-Unis. Nous avons eu des combattants européens comme Brendan Loughnane, Sadie Boussi. C'est des mecs qui ont prouvé que c'était possible, qui ont prouvé que cette voie existe pour les jeunes combattants européens. Mon travail consiste à leur faciliter la tâche. Donc les combattants français sont très curieux. Quels sont vos critères de sélection? Comment vous recrutez les combattants? Je cherche bien sûr des combattants talentueux, des combattants équilibrés et compétents, mais des combattants qui sont prêts à passer à l'étape supérieure. Ils seront plus sollicités avec la PFL Europe et bien sûr ils se développeront très rapidement s'ils continuent à gagner. Je veux donc m'assurer que ces combattants sont prêts. Et ce qui est bien, c'est que nous avons eu beaucoup d'amateurs qui passent professionnels après avoir disputé 15 ou 20 combats amateurs. L'IMAF a toujours fait beaucoup pour donner de l'expérience aux combattants. Je pense donc que les amateurs seront plus aptes à devenir professionnels que je ne l'ai été lorsque j'ai commencé à travailler, car je n'avais pas vraiment d'expérience en tant qu'amateur. Je chercherai donc des combattants passionnants, mais aussi des combattants matures, qui seront bien préparés et qui prennent leur carrière au sérieux. Je veux des gens qui ont de grands rêves et beaucoup de détermination. Dans votre stratégie, vous avez pris la décision de recruter des grands noms tels que Jake Paul, Francis Ngannou, Cédric Doumbé, quitte à casser la tirelire franchement. Quels ont été les arguments de la PFL pour recruter de ces hommes, de cette valeur en fait? Bien sûr, ils sont tous à des stades différents de leur carrière. Cédric Doumbé est un ajout très intéressant à la liste, mais il va tout droit dans la saison régulière pour se battre parmi les meilleurs welterweights que nous ayons. Il est donc un combattant très actif et sa détermination est de gagner et d'être champion du monde. Alors que Francis est déjà champion du monde. Son objectif est désormais de contribuer au développement de ce sport, de continuer à se battre en tant qu'adepte du MMA, ainsi que probablement un boxeur, ce que nous verrons dans un avenir proche. Et puis la PFL Afrique va être un projet énorme pour lui. Il veut développer le MMA en Afrique, il veut mettre en place des gymnases, il veut faire venir des entraîneurs en Afrique pour former des combattants. C'est vraiment incroyable. Je lui ai parlé hier et il a de grandes ambitions et je pense qu'il se rend compte avec la PFL qu'il peut faire du MMA, mais aussi de la boxe et contribuer à l'essor des arts martiaux mixtes. C'est ce qui l'intéresse le plus. Et Jake Paul, c'est un grand promoteur. Je pense qu'à un moment donné, il passera de l'autre côté. Il s'agit d'une nouvelle étape vers les arts martiaux mixtes et peut-être d'une victoire sur Nat Diaz au mois d'août. Ensuite, il pourrait passer au MMA et combattre Nat dans la cage de la PFL. Mais nous verrons ce qui se passera. L'un des combattants français donc les plus connus va débuter au PFL. Vous l'avez dit, on l'a dit, c'est Cédric Doumbé, cette fois champion du monde du Glory. Que penses-tu de ce combat? Il est excitant certes, mais que penses-tu de ce combat face à son adversaire qui est Jarrah Al-Silaoui? Je pense que c'est un combat très difficile. Je pense que chaque combat de la saison régulière est un combat très difficile. Mais bien sûr, Cédric Doumbé est un striker d'élite, l'un des meilleurs de la planète. Et je pense que sa technique de frappe a été transposée au MMA.
Et dans ces combats de MMA, nous l'avons vu avoir beaucoup plus de succès dans les frappes au corps. Je pense qu'il connaîtra le même succès contre Al-Salawi. Il a cependant la chance d'avoir quelqu'un qui préfère le striking, parce que je ne pense pas qu'Al-Salawi va essayer d'amener ce combat au sol. Je pense que s'il se fait battre, alors peut-être, mais j'ai également remarqué que Cédric Doumbé a également une bonne défense contre les tentatives de takedown. Je pense donc qu'il est un très bon combattant, mais il est aussi très bien entouré, et il y a beaucoup de combattants coriaces dans cette catégorie, et Al-Salawi qui sort de 2 défaites, il ne faut pas oublier qu'il a battu par décision Gleison Tibau, et il a une excellente frappe ainsi que de bonnes soumissions. Ce sera un test difficile pour Cédric Doumbé, mais nous voulons le voir dans des combats difficiles parce que nous savons à quel point il est bon. Et alors justement, est-ce qu'il y a une chance de voir éventuellement Francis Ngannou ou Cédric Doumbé au PFL de Paris en septembre prochain ? J'en suis pas si sûr pour l'instant. J'essaye d'encourager la PFL à laisser venir ces gars. Je pense certainement qu'ils seront présents en tant qu'invités, sinon en tant que concurrents. J'aimerais voir Cédric Doumbé sur la carte et je pense que les fans aimeraient le voir aussi, mais j'ai d'autres personnes à convaincre. Parce que bien sûr, ils le veulent aussi en Amérique, dans les grandes émissions, parce qu'il a des fans dans le monde entier. C'est pourtant ce que je souhaiterais, croisons les doigts. Toi qui as été un grand combattant, peut-on considérer aujourd'hui que le PFL rivalise avec l'UFC ? Je pense que cela va certainement dans cette direction. L'UFC existe depuis longtemps et mélange si bien les arts martiaux mixtes. Les événements sont incroyables, les rencontres sont excellentes et parce que tout le monde veut aller à l'UFC, la majorité des meilleurs combattants y vont. Je pense que l'UFC sera toujours très forte dans le domaine des arts martiaux mixtes. Mais je pense aussi que la PFL offre quelque chose de différent. Et je pense que c'est ce dont le sport a besoin en ce moment. L'UFC aura sa propre façon d'organiser les événements, mais la PFL, avec la saison régulière, les playoffs, les championnats, il y a aussi la PFL Europe, la PFL Afrique et bien d'autres encore. C'est pas mes affaires d'annoncer ça, mais il y a beaucoup de croissance dans la PFL et je pense que cela apportera de la stabilité au MMA dans le monde entier. Et je pense que l'UFC sera toujours là et qu'elle sera toujours formidable. Mais il n'y a pas de raison que la PFL ne soit pas aussi bonne. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Et alors personnellement, si toi tu étais encore combattant, c'est une organisation qui t'aurait fait plaisir, tu aurais aimé signer éventuellement dans cette organisation ? Je signerai tout de suite pour la PFL parce que je sais ce que je dois faire. Ce qui m'a frustré, c'est que j'aimais me battre pour l'UFC. C'était génial et je serai toujours fier de ces années passées à l'UFC. Mais je voulais être occupé et je voulais me battre régulièrement. J'aime pouvoir me battre 2 ou 3 fois en un week-end. Ou peut-être une fois par mois. Et je n'étais tout simplement pas assez occupé avec l'UFC. Avec la PFL, vous avez 4 voire 5 combats en 12 mois. Et il y a beaucoup d'argent sur la table. Tant que vous continuez à gagner, vous continuez à gagner de l'argent. Et si vous arrivez jusqu'à la fin du championnat, il y a $1 million sur la table. Et l'année suivante, vous pouvez y retourner et tout recommencer. Pour moi, en tant que combattant, ce serait très excitant parce que je sais ce qu'il faut faire. Je sais qui je dois battre pour y parvenir. Et donc, peut-on s'attendre à d'autres nouveautés d'ici la fin de l'année ? D'autres grandes nouvelles sont à venir. Oui, certaines d'entre elles me surprennent, mais nous avons beaucoup de grandes nouvelles. Et je reçois des messages de combattants tout le temps, de grands combattants qui veulent rejoindre la PFL. Je pense donc qu'au cours des prochaines années, la PFL va se développer de plus en plus. Je pense que les arts martiaux mixtes vont se développer de plus en plus aussi avec la PFL derrière. C'est incroyable. Bien, en tout cas, on attend vraiment avec impatience toutes ces nouvelles, Seb. Thank you, Dan, for being with us. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve peut-être en septembre. Tu seras le bienvenu sur ce plateau. You will be very welcome on this studio, if you want, in next September. OK? Merci à tous. Je viendrai sur votre plateau en septembre. We look forward. Thank you, Dan. Have a good day. Eh bien, c'était une interview très riche. Super. On a hâte de le voir sur ce plateau. Ouais. Et puis c'est surtout que cette organisation, la PFL, la Professional Fighter League, c'est vraiment très excitant. Et je vois encore des gens qui critiquent la décision de Doumbé, qui critiquent la décision de Francis. J'ai lu ça sur les réseaux, parce qu'ils ne jurent que par l'UFC. Tout le monde ne jure que par l'UFC en France. Déjà, le Bellator commence à bien poser ses valises et à affirmer qu'il y a mieux. Enfin, il y a mieux. Il y a aussi bien que l'UFC. Mais là, comme le dit Dan Hardy, ils peuvent faire 5 combats dans l'année et gagner beaucoup d'argent.
Donc c'est ça qui est très excitant dans cette organisation. Et puis ça met... Moi je trouve que c'est génial. Moi qui suis fan de NBA, une saison régulière, des playoffs, une finale. C'est clair, ce format il doit tellement te plaire. Oh, j'adore. Bon, allez Seb, pour l'heure, on est encore en France et là on va devoir parler d'une organisation qui fait de plus en plus de bruit ces derniers mois, c'est l'AEF Championship. Le promoteur Willy Sirop est avec nous, c'est notre interview Spotlight. Alors avant de parler de ton organisation, on va parler de l'homme qui se cache derrière. Tu es natif d'Aulnay-sous-Bois, si mes informations sont bonnes. Tu es parti vivre à Rennes. Et d'abord, est-ce qu'il fait bon vivre à Rennes? Ouais, Rennes, franchement, c'est une ville qui est très agréable à vivre. Ouais. L'air marin, tout ça? Tout ça, on n'est pas loin de la mer. La population, franchement, elle est super accueillante. Les Bretons sont très accueillants. Ouais. Oui, bah oui. Et très accueillant du MMA, d'après ce que j'ai compris, parce que ton organisation, elle a un certain succès. Donc, tu es un féru de jiu-jitsu brésilien depuis 10 ans. Où est-ce que tu as découvert cette discipline? Comment c'est arrivé? Le jiu-jitsu brésilien? Ouais. Du coup, moi, j'ai découvert en fait en 2012 à Rennes, à la Gracie Barra avec Julien Fouché. En fait, c'est mon grand frère qui m'a initié. Il m'a dit Willy, va tester ce sport-là. Du coup, j'ai vu un club qui était proche de chez moi. J'ai testé et du coup, j'ai T'as vu la pas lumière, lâché. t'es entré et d'un seul coup, boum, c'est toi qui es devenu la lumière puisque ton palmarès en JJB, il est long comme le bras. Ton principal fait d'armes, je crois qu'on peut dire que c'est ton titre de champion du monde. À Abu Dhabi, c'est ça en 2019? Abu Dhabi en 2019. Ouais, bon souvenir? Très très bon souvenir, très bon souvenir. Justement, regarde, on voit tes belles médailles là à l'écran. Et alors, à quel moment dans tout ça, tu décides de t'intéresser au MMA? Tu n'as jamais fait de MMA ou tu en as fait? J'ai jamais fait de MMA. Pourtant, tu es devenu promoteur de MMA. Et Incroyable. maintenant, du coup, je suis devenu promoteur. En fait, c'est la petite histoire. En fait, j'ai amené 2 gars à moi combattre à Valence dans une organisation qui s'appelle le VMT. Et franchement, les gars, en fait, ils m'ont fait kiffer. Et je leur ai dit, attendez. Ça, c'était quand? C'était l'année dernière. L'année dernière. L'année dernière, au mois de mars. Et je leur ai dit, attendez les gars, on va rentrer à la maison et je vais vous monter une édition pour vous et je vais vous monter une belle tribune. Donc, c'était pour tes élèves à la base? À la base, c'est vraiment pour mes élèves et aussi en fait pour faire une tribune et pour faire aussi montrer et éclore nos athlètes bretons. D'accord. Alors, le VMT, on en parlait justement en off, c'est une belle édition. Hein. Tu y étais d'ailleurs ce week-end. J'y étais ce week-end, ouais, très belle édition, donc compétition uniquement amateur. Il y avait 4 ceintures en jeu, c'était plein, accueil du public incroyable. Il avait fait venir des guests puisque Yves Landu a fait, donc c'était le samedi. Yves Landu a combattu le vendredi, il a pris sa voiture et est descendu pour venir au VMT. Sacré Yves. Ouais, sacré Yves, c'est ce que je lui ai dit. Quand j'ai vu, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il y a, pardon, Michael Lebou au commentaire. Fares Ziam qui était dans le coin d'un des combattants, donc tous ces grands noms du MMA qui se déplacent pour le VMT, donc c'était à Valence, le Valence Marshall Tournament, c'était la 2e édition, il y en aura une 3e, une 4e, vraiment une organisation à suivre parce que c'était très très bien. Alors justement, l'organisation, on va en parler, tu t'es lancé là-dedans un petit peu les yeux fermés, à l'aveugle, et comment ça se passe alors ces débuts? Enfin, j'imagine qu'au début, on découvre, on essuie quelques plâtres et puis on apprend de l'expérience. Comment tu te situes? Parce qu'en plus, c'est un milieu qui est très hostile aujourd'hui. Très compétitif, comment tu te situes là-dedans? Après, moi je me situe, en fait, je suis rentré dans ce milieu-là avec toute humilité. Hein. Avant tout, c'est vraiment de proposer une tribune vraiment pour nos athlètes bretons. Et finalement, maintenant, en fait, tellement que la marque et la ligue, du coup, elle prend de l'ampleur, maintenant, c'est les meilleurs Européens qui veulent concourir chez nous. Ah oui. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai que, du coup, pour nous, c'est un honneur. Et je pense que c'est le fait de recevoir très très bien nos combattants et qui nous permet du coup de... C'est ça qui joue. Ah voilà. C'est incroyable. C'est ce que je disais. Moi, j'ai eu la chance de speaker pour Willy, donc cette AEF 2e édition. C'était une organisation professionnelle pour des amateurs. C'est incroyable le niveau d'exigence que tu as eu de les accueillir. Alors, on a été accueillis au Roazhon Park de Rennes, le stade emblématique du football club rennais. Les combattants étaient choyés. C'était vraiment, tu es combattant, tu viens dans mon organisation, je vais te mettre dans les meilleures conditions. Et pour des amateurs, c'est la première fois. C'est une belle expérience. Ah non, mais c'est génial. Génial. Et alors, justement, on sait qu'en tant que combattant, parce que tu as été militaire aussi à un moment donné de ta vie. Combien d'années d'ailleurs? Totalement, 3 ans. 3 ans. Ça aide dans le cadre du sport. Donc j'imagine que ce sont des valeurs que tu as développées à travers l'armée, comme la rigueur, la cohésion, la discipline. Tout ça, ça aide dans le sport. Totalement. Est-ce que ça t'aide aussi dans le business et dans la promotion du MMA? Ouais, ça m'aide. Hein. Moi, il faut savoir que c'est ma mère, du coup, qui a signé, qui m'a engagé à 17 ans.
Donc là, franchement, l'armée, moi, ça m'a mis une rigueur et voilà, une exigence de vie. Et au niveau de l'organisation. Et au niveau de l'organisation, en fait, aussi le cursus avec mon expérience de compétiteur. Et donc, j'ai pu aussi m'entraîner à l'INSEP, donc voir aussi le haut niveau. Et par rapport à ça, du coup, je peux avoir une expertise sur le haut niveau de ma discipline. Et moi aussi, j'ai voulu, du coup, vraiment monter une organisation. Comme dit, c'est moi qui combattais. Donc, je voulais vraiment les mettre vraiment sur quelque chose d'exceptionnel. Bah, ce fut le cas. Et alors justement, tu mêles grappling en cage et MMA, si j'ai bien compris, dans tes soirées. Est-ce que c'est un clin d'œil à ton premier amour? Totalement, ouais. Moi, je perds pas en vue le grappling. C'est ma discipline, donc forcément, il faut que je la mette aussi en lumière. Mais aujourd'hui, la discipline phare de l'organisation, c'est le MMA. Et aujourd'hui, moi, je suis totalement content parce que voilà, tous les athlètes qu'on met en avant, ils ressortent tous, c'est unanime. Ils sont tous pleinement satisfaits. Et donc, pour moi, c'est vraiment une mission accomplie. Puis j'ai l'impression que tu as un petit peu ouvert la porte. On a aussi l'Assure FC qui s'est mis à faire des combats de grappling en main event. Alors, ton concept, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, justement, comment tu vas te positionner sur la prochaine édition? Tu m'as dit que tu avais pas mal de nouveautés. Donc, sur la prochaine édition, du coup, c'est l'AEF3 qui va se dérouler le 1er juin. En fait, c'est une salle emblématique dans la ville de Rennes qui s'appelle la Halle Marteneau. Il faut savoir qu'en 1950, là-bas, tous les samedis, il y avait des soirées de catch. Ah ouais? En 90, ensuite, c'est la boxe anglaise qui ont repris le bébé. Et en fait, tous les samedis, là-bas se déroule aussi le marché d'Hélice. Donc, c'est le plus grand marché qui se déroule dans le Grand Ouest. Et donc c'est là, un lieu maintenant, de vie important, en fait. c'est un lieu de vie qui est vraiment important. Et donc, moi, l'idée, c'était vraiment, je voulais vraiment faire une édition là-bas. Mais il s'avère que cette salle-là, la capacité d'accueil ne peut pas accueillir vraiment tout le public. Donc là, pour cette fois-ci, on accueille en fait les sponsors, les partenaires et aussi, c'est un club business, donc aussi les futurs partenaires. Mais par contre, il y aura une grosse captation vidéo. Donc, tout le public il pourra regarder cette diffusion-là gratuite sur le live Twitch RMC Sport. D'accord, très bien. Alors, ça fonctionne bien à chaque fois, tu fais des sold out. Donc là, pas de public? C'est vraiment... On sera 500, mais ça va être que du B2B. D'accord, ok. Ah oui, donc on a un vrai businessman là, dis donc. Non, mais c'est extrêmement malin. C'est très, très malin de faire Totalement, ça. C'est des futurs investisseurs, finalement. Et comment elle t'est venue, cette idée? Cette idée, en fait, elle est venue aussi avec les équipes qu'on a travaillé dessus, sachant que cette salle-là, du coup, on ne peut pas accueillir vraiment tout le monde. Donc, on s'était dit, on va accueillir tous nos partenaires, du coup, qui nous ont fait confiance depuis le début, et les futurs partenaires, afin aussi de créer une rampe de lancement pour la Ligue Pro qu'on va monter. Ah, tu vas lancer une Ligue Pro? Aussi. Parle-nous-en, on veut tout savoir. ça allait être ma question. Donc, ouais, la Ligue Pro, il y aura une Ligue Pro qui va se dérouler au mois d'octobre, donc le 14 octobre. Ah oui, donc ça commence bientôt. À la Glace Arena, dans la plus grande salle de Rennes. C'est quoi, c'est 5000 personnes, non? Là-bas, c'est 4500 personnes. 4500, mais tu es hyper ambitieux, hein, du coup. Je vois que ça... 4500 personnes. Ça a grandi très vite, en fait, à EF. Hein. Après, voilà, on a toujours avancé étape par étape. Donc, maison de quartier de Villejean, 300 personnes, cadet de Bretagne, 1000 personnes. Et ensuite, on partira sur le 3 avec une édition complètement B2B pour vraiment faire un club business. Et tous nos partenaires, du coup, ils nous suivent sur l'édition professionnelle, donc le 14 octobre. Et là-bas, on espère aussi de faire le sold out. Mais en tout cas, sur le matchmaking, ça va être des combats de fous furieux. Il y a déjà des noms ou on peut en dire ou pas encore? Oui, à mon avis, il y a des noms, sinon tu dirais pas. Ah ouais, totalement. Là, sur l'édition numéro 3, donc là, on va avoir le premier combat féminin. C'est-à-dire oui, parce qu'il n'y en avait pas eu sur le... Alors là, on parle de quoi? Là, on parle de la prochaine édition amateur? Sur le 3. Le 3. Sur le 3. Celui qui arrive là. Celui qui arrive. Oui. Donc, on aura le premier combat féminin. Ensuite, donc on aura deux co-main events et main events. Donc, on aura les deux pépites belges, Mofsar, qui est le champion d'Europe, qui a fait 3e au dernier championnat du monde, qui sera là, qui va concourir pour la ceinture de moins de 61 kg, qui va combattre contre Théo Muris. En MMA, hein. En MMA amateur. En MMA amateur, contre Théo Muris. Qui était déjà à l'édition précédente. Qui était à l'édition précédente, et lui qui vient de la team de Aldric Cassata, donc du Boxing Squad. Très bonne écurie aussi. Très très bonne écurie. On aura aussi Lizzy Prince. Oui, le frère. Donc le frère de Lizzy King, lui qui revient combattre chez nous du coup pour son deuxième combat, qui va combattre contre Antoine Petitjean, qui vient de Suisse, donc de la team de Strike Academy. Donc là, pour la petite histoire, d'un côté, on aura sur le coin
Lizzy King, et de l'autre côté, on aura Karl Amoussou. Ah oui. Ah. Donc là, en Anciens termes, adversaires. en termes de storytelling, déjà, ça met de l'ambiance. Mais carrément. Et en main event, on aura du coup la star, la pépite belge, donc Patrick Abirora, qui va combattre contre Abed Decker. D'accord, eh bien écoute, on va justement regarder la bande-annonce parce que vraiment tu nous as vendu du rêve. Allez, Yes. c'est parti, go. Ah, le 1er juin. Un dernier mot peut-être, Willy. Ouais, un dernier petit mot. S'il y a des partenaires et sponsors qui souhaitent du coup rejoindre l'équipe de AEF et qui souhaitent du coup avoir, partagé leur image avec notre ligue de MMA, contactez-moi via le site du coup aefchampionships.com. Et pour les combattants, ils peuvent te contacter aussi s'ils ont envie de combattre chez toi? Oui, aussi les combattants, ils peuvent nous contacter sur les réseaux. C'est moi aussi qui fais le matchmaking. Ah, tu fais le matchmaking, voilà, c'était ma question. Donc ils peuvent me contacter aussi en direct, il n'y a pas de souci, on va étudier leur profil. Voilà, bah, vous avez le feu vert, contactez Willy Sirop de notre part. Ah oui, non, ça va être un... Il y aura d'autres événements à suivre, Seb. Regardez le calendrier, on va être pas mal chargé. D'abord, la Supreme League, l'une des compétitions amateurs la plus emblématique du MMA français. Au programme Chaos Squad rencontre l'équipe belge de la cage. La Hatch Academy à domicile rencontre la Snake Team. La Old School Academy rencontre le Platinum. Et ça, donc, ce sera le 20 mai. Oui, c'est le 20 mai à Aubervilliers, à l'Embarcadère. Exactement. Ensuite, on a l'événement Soko FC qui se tiendra au Luxembourg le même week-end. Le 1er juin, donc l'AEF Championship dont on vient de parler tout au long de cette émission. Le 3 juin, les gladiateurs seront dans l'arène du Hexagone MMA à Béziers. Mehdi Ben Lagdar, Anthony Réas seront les têtes d'affiche. Ensuite, le 17 juin, on aura deux événements, l'un dans le sud, l'autre dans le nord. D'abord, l'une des plus grosses cartes du MMA-GP, donc de son histoire en tout cas, qui se tiendra à Bordeaux. On va avoir Alphand Rocher-Labesse qui va tenter d'aller chercher sa première ceinture. On aura aussi un duel franco-français flamboyant prévu également entre Jason Poney et Michael Dubois pour la ceinture. Au nord de la France, le même soir, on aura à Reims Prince Aounala qui disputera la ceinture face à Paul-Emmanuel Nias. Bref, beaucoup de ceintures dans les prochaines semaines. De bons moments en perspective. Et puis, bien, pour clôturer cette saison sportive, nous, vraiment, on a hâte. Et bien, merci Willy d'avoir fait le déplacement. Et merci à Dan qui est parti. On se voit le 1er juin, Willy, hein, Yes. parce que j'ai la chance de expliquer l'événement. Et nous, bien, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Allez, gardez la forme, bye.